Donc, la philosophie du système, c'est ça. La philosophie du système, c'est de ne plus transmettre de savoir, pour nos enfants, hein, j'entends. Ne plus transmettre de savoir, et l'enfant va construire son savoir à travers des activités. Donc, si l'enfant construit son savoir à travers des activités, ça ne peut être qu'un savoir pratique. Donc, ça veut dire que toute la culture, tout ce qui fait notre identité disparaît. Parce que l'enfant, il ne va pas construire de la littérature, il ne va pas construire de l'histoire, il ne va pas construire de la géographie, il ne va pas construire de la philosophie. Hein. Il va construire un savoir pratique. Mais ça ne dépassera pas, si vous voulez, cette construction. Donc, si vous voulez, pour les révolutionnaires, c'est une façon de faire table rase du passé. Parce que l'obsession des révolutionnaires, c'est ça, c'est de faire table rase du passé. Hein. Alors donc, ça, c'est le meilleur moyen. D'une part, vous utilisez des méthodes globales qui empêchent l'enfant de pouvoir lire correctement, il ne comprend pas ce qu'il lit. Vous avez le constructivisme qui fait disparaître donc tout l'enseignement est donc remplacé par un savoir pratique. Et puis là, va venir se joindre en plus l'informatique, qui est une véritable catastrophe actuellement. C'était peut-être pas prévu par les révolutionnaires, ça par contre, je crois pas. Bon, alors... Alors, donc, vous voyez que c'est la situation réelle, mais qui ne vous sera jamais présentée de cette façon-là, si vous voulez. J'ai fait des livres, justement, qui ont pour but notamment un livre sur les masses de la désinformation sur l'école, pour vous montrer pourquoi le système désinforme, sur quoi et comment. Et on est sidéré de voir, quand on étudie les textes, de voir la façon dont on cherche à berner les gens. D'ailleurs, je viens de capter une phrase de Léon Blum en 1939 qui a dit « Pour convaincre les masses, il faut quand même se donner la peine de les duper. » En 1939. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui rejoint d'ailleurs la pensée de Lénine, si vous voulez, le mensonge est sacré, la tromperie est notre arme principale. Hein. Voilà. Donc c'est les mêmes familles. Hein. Alors aujourd'hui, le contenu est basé sur quoi ? Le contenu, justement, de ces activités est basé sur les valeurs de la République. Valeurs de la République, alors, donc je ne veux pas vous lire tout le référentiel, mais les points importants, si vous voulez, l'article 3 de la refondation de l'école dit bien, article 3, la mission première à l'école, pour nos enfants, j'insiste, est de faire partager les valeurs de la République. Faire partager les valeurs de la République. Hein. Donc, si vous voulez, il n'est plus du tout question d'histoire, géographie, sciences, tout ce que vous voulez. Parmi lesquels l'égale dignité de tous les êtres humains, l'égalité homme-femme, la solidarité et la laïcité qui reposent sur le respect des valeurs communes et la liberté de conscience. Alors, donc, les deux valeurs phares des valeurs de la République, c'est la laïcité et l'égalité. Alors, il faut savoir ce que ça recouvre. Hein. Alors, la laïcité, si vous voulez, est conçue comme une religion. Hein. C'est pas du tout... Alors, comme nous a bien dit Payon nous a dit... il n'est pas question, dans la laïcité, il n'est pas question de faire un bon chrétien, un bon citoyen, si vous voulez. Il faut faire une religion de substitution à l'Église catholique, parce que là, lui, c'était vraiment son obsession, si vous voulez, de faire la peau, si je puis dire, à l'Église catholique. Et donc, lui, son but, c'est ça, si vous voulez, c'est les valeurs de la République. Je vais vous le lire, parce que ça vaut quand même. Dans son livre sur la laïcité, Vincent Payon dit « La laïcité consiste à placer le bien commun, l'égalité des droits et le respect de la personne au-dessus des coutumes et des traditions. » Au-dessus des coutumes et des traditions. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de savoir à quelle identité vous avez. Hein, vous êtes français, vous pouvez avoir n'importe quelle nationalité, si vous voulez. Vous pouvez avoir n'importe quelle coutume, façon de vivre, etc. On met l'égalité
Voilà, c'est-à-dire que bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il peut venir de toute la planète si vous voulez, tout le monde il est égaux. Hein, voilà. Donc c'est ça sa laïcité. Hein. Donc c'est quand même assez inquiétant. Je cherchais son texte parce que là il y avait quand même c'était quand même un morceau choisi là que je suis étonnée de ne pas l'avoir apporté. Oui. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, c'est ça. L'école est un instrument de la religion laïque. Hein, religion. C'est du socialisme c'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin. L'école sera le temple de cette nouvelle religion. Attendez, pour les catholiques, c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantation. Transsubstantation, non mais c'est vous dire que ça va loin. Hein. Qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses tables de la loi. Ouais, ça va loin. Hein. Donc, la laïcité pour ces gens-là, c'est ça. Et il ajoute bien, pas question de prescrire, comme jadis, une conception du bien, d'un idéal d'honnête homme, bon chrétien, bon citoyen. Il s'agit de forger une religion qui soit non seulement plus religieuse que le catholicisme dominant, mais davantage de force et de séduction que lui, et de persuasion que lui. Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, vous voyez, c'est vraiment toujours là, hein, à changer la nature même de la religion de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Vous voyez, en plus de ça, des mots très forts, hein, des mots extrêmement forts. Voilà, il faut donc à la fois déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République et trouver en dehors des formes religieuses traditionnelles une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l'esprit républicain, sans lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme qui se préparent à tous les dévoiements. C'est la laïcité selon ceux qui nous gouvernent. Voilà, c'est ça. Alors, vous imaginez donc l'endoctrinement de nos enfants. Et la deuxième valeur, si vous voulez, qui est également très dangereuse également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si vous voulez, c'est cette valeur égalité. Parce que ça dépend de ce qu'on met dessous, vous comprenez. L'égalité homme-femme, l'égalité entre tous les individus. Alors, vous avez effectivement, j'ai lu le référentiel de la circulaire de rentrée de 2016. Alors, tout tourne autour, effectivement, de lutte contre l'homophobie, lutte contre les discriminations, lutte contre l'antisémitisme, machin, etc. Donc, si vous voulez, tout tourne autour de ça. Et c'est d'autant plus dangereux, si vous voulez, cet embrigadement dans ces valeurs dites de la République, que aujourd'hui, il y a plein feu sur l'utilisation du numérique, c'est-à-dire de l'informatique. Vous savez que les collèges vont être de plus en plus dotés de tablettes et que finalement, il n'y aura pas de droit de regard des parents sur ce que vont faire les enfants. On ne saura pas ce qui se passe à l'école, il n'y aura pas de traces. Et ils seront embrigadés sans que les parents puissent dire quoi que ce soit, d'autant plus qu'il y a une charte de la laïcité que les parents doivent signer en début d'année. C'est-à-dire qu'on va dire, mais attendez, mais vous avez signé, donc vous êtes d'accord, vous n'avez rien à dire. Hein, vous avez signé la charte de la laïcité. Alors dans la charte de la laïcité, donc on vous met égalité, etc. Alors donc les parents, d'une part, n'y voient pas forcément mal, mais en plus de ça, ils sont quand même obligés de le faire, ils sont quand même obligés de signer. Bon, donc on ne peut pas revenir dessus, vous voyez, donc signature, ensuite livret de la laïcité, là, vous avez un embrigadement total, si vous voulez, de l'enfant, on va devoir consigner toutes les actions qu'il a faites, toutes les interventions qu'il a eues, les réflexions qu'il a faites, etc. Donc voilà, puis alors il aura son livret citoyen en sortant du système scolaire. Donc, vous voyez, c'est un système qui est vraiment, non seulement n'instruit pas, mais qui va embrigader dans ce qu'ils appellent les valeurs de République. Et c'était tout à fait l'esprit du projet de Lebeltier de Saint-Fargeau, si vous voulez, d'embrigader l'enfant, de ne plus lui dispenser de savoir, et de l'embrigader dans les valeurs de la République. Donc, on arrive à ça aujourd'hui.
C'est l'aboutissement du plan révolutionnaire. Et l'école de Jules Ferry, ça n'a été qu'une école de transition. Elle était là comme transition parce que, si vous voulez, il n'était pas possible de passer, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un système à l'autre du jour au lendemain. Donc, il fallait passer par ce système tant que l'école privée n'avait pas été mis sous verrou. Et donc, après, bon, ils ont fait, évidemment, ils ont pu aboutir comme ils ont voulu. Donc, voilà l'école de nos enfants. Donc, inutile de vous dire que, bon, bien sûr, il n'y a pas de connaissances, pas de formation intellectuelle qui est prévue, mais en plus de ça, il y a un embrigadement, si vous voulez, dans des valeurs qui sont quand même pour le moins très contestables et qui ne vont pas préparer les enfants à exercer leur rôle dans la vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, si vous voulez. Donc on va en faire des enfants complètement désaxés, il faut dire, si vous voulez, sans repère. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, et ça n'est pas su, parce que ça n'est pas du tout médiatisé, mais vous pouvez aller chercher les documents, ils y sont, je n'interprète pas, ce sont des textes, ce sont des faits. Vous avez depuis une quinzaine d'années, disons, bon, ça a commencé depuis plus longtemps que ça, mais on n'a pas beaucoup de documents. En fin de compte, on a créé en 1981 les zones d'éducation prioritaire pour dans les banlieues, si vous voulez. Et dans ces zones d'éducation prioritaire, si vous voulez, vous avez une politique qui est faite, pas forcément au sein de ces zones, mais qui est faite pour les enfants de ces zones d'éducation prioritaire. Et disons que moi je vais vous parler de cette politique depuis une quinzaine d'années seulement, parce que c'est là qu'on a réellement des chiffres, mais qui sont très parlants. Alors, disons que la montée en puissance s'est faite à partir de 2002, lorsque notamment Monsieur Lang, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, on l'a eu deux fois, Lang. On l'a eu dans les années 90 et on l'a eu dans les années 2000. Alors, en 2002, il a dit lors d'un colloque dit international, mais on ne sait pas qui y a participé. Ils disent, vous savez, ils baptisent comme ça. Moi, je ne sais pas qui. Quel avenir pour la discrimination positive? Parce que ce qu'on appelle la préférence étrangère, si vous voulez, on l'appelle la discrimination positive. C'est-à-dire que vous portez votre choix préférentiellement sur des populations issues de l'immigration par rapport à nos enfants. Alors, Jack Lang a déclaré ce jour-là, il résume tout parfaitement, le choix politique, c'est plus d'écoles et mieux d'école, plus d'intelligence dans et hors de l'école, donner le meilleur ou ce qu'il y a de mieux, pas seulement question d'une politique propre à l'éducation nationale, mais d'une composante d'une politique territoriale et sociale plus large. Ça, c'est pour les enfants, si vous voulez, de l'éducation dite prioritaire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une politique qui va être menée pas vraiment par l'éducation nationale, elle est menée essentiellement par le ministère de la Ville. Et le ministère de la Ville, si vous voulez, pilote cette politique avec de l'argent qui lui vient un peu de partout, à la demande. Ça, on sent que vraiment l'argent coule à flot. Pendant que nous, nos enfants, dans les écoles hors contrat, vivent assez pauvrement, il faut bien le dire. Donc, il y a toute une politique qui s'est créée et qui a été très méthodique et progressive. Nos gouvernants ne font pas n'importe quoi. Et tout ce qu'ils font est pensé à l'avance, mis en œuvre d'une façon méthodique et progressive, comme c'était plus à le dire. Jack Lang, justement, avait dit il faut mettre en œuvre la réforme d'une façon méthodique et progressive, sans heurter. Oui, effectivement, il y a de quoi heurter. Alors, la méthode a été très efficace, si vous voulez. Donc, le système a commencé à repérer les élèves qui pouvaient effectivement
progressé, qui étaient peut-être les meilleurs ou dont on pouvait espérer qu'ils aboutissent. D'ailleurs, sûrement que Belkacem en fait partie de ces gens-là, hein, ça c'est certain, parce que comme elle est arrivée à 10 ans au titre du regroupement familial, je pense que pour arriver où elle en est, je pense que c'est un produit de l'éducation prioritaire. Hein. Ça, je le pense. Je n'en ai pas la certitude, mais tout le laisse à penser. Alors, il y a eu d'abord des dispositifs de repérage, si vous voulez, de repérer certains types d'élèves de façon à pouvoir leur apporter une aide individuelle, une aide personnalisée, et qui permet, soi-disant, de les remettre sur les rails pour pouvoir intégrer le système de droit commun de l'éducation nationale. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce système est destiné à ce que ces enfants reçoivent une aide de qualité. On leur refait faire on leur donne des méthodes pédagogiques qui sont efficaces. C'est dit dans les textes, hein, et on utilise des méthodes efficaces, hein, c'est inscrit. Et donc de façon à leur redonner des bases, les bases nécessaires pour pouvoir suivre une scolarité dans de bonnes conditions. Alors vous avez eu ce qu'on a appelé les cellules de veille, la veille éducative territoriale, les équipes de réussite éducative, qui ont concerné de 2005 à 2012 630 000 jeunes. 630 000 jeunes qui ont bénéficié d'un système personnalisé et individualisé avec l'utilisation de méthodes pédagogiques efficaces pour reprendre des bases solides. 630 000 jeunes. Et donc de 2005 à 2012, vous avez eu 7 milliards d'euros qui ont été investis dans ces équipes, ce qui donne par élève, par bénéficiaire, un coût de 11 100 euros par bénéficiaire. 11 100 euros par bénéficiaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors ça a été la première phase. La deuxième phase, qui s'est faite, deuxième phase et en même temps qui s'est faite parallèlement, ce sont ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance. Alors là, il s'agit de rescolariser entièrement des jeunes qui ont complètement décroché. Et ces écoles de la deuxième chance, eh bien, elles ont scolarisé de 2005 à 2015 105 000 jeunes pour 860 millions d'euros, ce qui fait à peu près un coût de 8 100 euros par bénéficiaire. 8 100 euros par bénéficiaire. Et une catégorie particulière d'écoles de la deuxième chance, ce sont les EPID, c'est-à-dire établissements publics d'insertion de la défense. Ce sont des établissements qui sont destinés à insérer dans les métiers de la défense. Et en 2015, depuis le lancement mais vous allez voir, alors là, ça c'est vraiment le bouquet. Depuis le lancement du dispositif, donc 30 jeunes ont été bénéficiaires, 30 000. 880 millions d'euros ont été investis sur 10 ans, soit 33 000 euros par bénéficiaire. 33 000 euros par bénéficiaire. Et en tout, ces systèmes, donc, simplement pour remettre des gens sur les rails, hein, ces différents systèmes, c'est pour remettre les enfants sur les rails. Donc, en tout, il y a eu 765 000 bénéficiaires, et ce qui a coûté 8 740 millions d'euros sur 10 ans. Et encore, je dis bien que c'est le prix plancher, parce que moi, je ne donne que des chiffres dont je suis sûre. Donc, ce sont les dépenses d'État. Mais il y a eu beaucoup d'autres apports, si vous voulez, des aides sociales, de fonds sociaux, etc., et que j'ignore. Hein, on ne les donne pas. Ils ne sont pas donnés, donc je ne peux pas vous les donner. Mais ça, vous voyez, c'est pour vous donner déjà une idée de ce qui est dépensé pour ces jeunes. Et alors, cette mise à niveau, si vous voulez, elle est prétendue être faite pour les réintégrer dans le système normal, mais c'est pas ça du tout. Ils sont destinés à être intégrés dans ce qu'on appelle les internats d'excellence, des internats
spécifiques, si vous voulez, dont vous avez entendu dire sûrement qu'ils étaient supprimés, parce que ça a été de la désinformation de Vincent Payon, mais ils ne sont pas du tout supprimés, ils continuent bien. Hein. Et donc, vous avez ces internats spécifiques qui ont été... alors, bon, ça commence avec Borloo, qui en a créé 34. Et puis, alors, celui qui a donné vraiment un grand coup d'accélérateur, c'est M. Sarkozy, qui a créé 20 000 places d'internat d'excellence. 20 000 places d'internat d'excellence. Et vous allez voir l'argent dépensé dans ces internats d'excellence. Alors, les dépenses d'investissement en 2010 ont été de 400 millions d'euros financées par l'emprunt national. C'est-à-dire qu'on emprunte même de l'argent pour faire cette politique. Mais on n'appelle pas ça un emprunt maintenant. On appelle ça un investissement d'avenir. Oui, mais c'est pas pareil, vous comprenez, ça passe mieux. Hein. Et donc, vous avez eu 400 millions d'euros financés par l'État et 200 millions par les collectivités territoriales. Oui, pour investir. Et le rapport de la Cour des comptes donne un coût moyen par place programmée en investissement, hein, simplement. En investissement, 54 400 euros. Pas mal, hein, pour créer une place d'internat d'excellence. Et pour Sourdin et Montpellier, alors Sourdin et Montpellier, ce sont deux grands établissements, d'ailleurs avec Douai aussi, ce sont des établissements qui accueillent plus de 500 élèves. Et alors là, ils vivent comme des princes. Hein. Non seulement, si vous voulez, vous avez une scolarité d'excellence, mais en plus de ça, ils ont des loisirs, ils font du cheval, ils font de l'équitation, il y en a qui ont passé des brevets de pilote, on fait de l'escrime, enfin, on ne ménage vraiment rien du tout. Et donc, les dépenses d'investissement ont été de 120 000 euros par place. 120 000 euros par place. Ce qui fait donc un total de 110 millions simplement pour les dépenses d'investissement de Montpellier et de Sourdin. Et en dépenses de fonctionnement, eh bien, la Cour des comptes, on n'est pas plus royaliste que le roi, je ne peux pas vous donner plus de chiffres que la Cour des comptes vous en donne, parce que la Cour des comptes elle-même reconnaît que on ne connaît pas l'apport des collectivités territoriales, on ne connaît pas les charges de personnel. Alors, quand on sait ce que coûte le personnel pour une entreprise, c'est vous dire, hein, et qu'en plus de ça, ces gens-là, comme ce sont des personnes à qui on demande beaucoup, parce qu'on leur demande quand même d'être très disponibles, donc on les paye très bien également, hein. Donc, on ne connaît pas les charges de personnel, on ne connaît pas les apports des collectivités territoriales, et on ne connaît pas non plus les apports des entreprises, parce qu'ils sont en lien avec des entreprises, avec des grandes entreprises. Mais on ne connaît pas j'ai réussi à avoir simplement un chiffre, c'est pour vous dire que c'est pas les petites entreprises, c'est pas l'épicier du coin. À titre d'exemple, la Fondation Total a financé l'internat d'excellence de Montpellier à hauteur de 1 200 000 euros. 1 200 000 euros, et la fondation HSBC, 300 000 euros. Ce qui fait 3 000 euros par élève, en plus de ce qu'a apporté l'État, et en plus des collectivités locales. Et alors, vous voyez, l'argent coule à flot, si vous voulez, hein, à flot pour ces gens-là. Et vous voyez, à la récente conférence que j'ai faite, un monsieur est venu me dire après, en ce qui concerne HSBC, effectivement, c'est exact. Il a dit, je travaille à HSBC et tous les remplacements de retraite ont été faits sur ces gens. Donc, ils sont en lien avec les entreprises. Alors, le budget de fonctionnement de Sourdin, a été fait, doit être 3 millions, mais hors masse salariale, hors apport des collectivités territoriales et hors fondation d'entreprise. Donc, le site Mediapart, pour sa part, c'est le cas de le dire, estimait que la dépense de fonctionnement par élève était de 19 000 euros. Bon, enfin, c'est vraiment le prix plancher, hein, parce que c'est avec les mêmes restrictions. Voilà. Donc, vous voyez, tout l'argent qui est dépensé pour faire de ces enfants-là, pour ce jeunes-là, l'élite de la nation. L'élite de la nation.
Alors, Payon, quand il est arrivé, elle a dit fini les internats d'excellence. Alors, moi, combien de fois j'ai entendu dans les conférences ou les salons, mais non, mais madame, c'est fini les internats d'excellence. Oui, non, c'est pas terminé. C'est la programmation qui était terminée. C'est-à-dire que l'objectif de Sarkozy avait été atteint en 5 ans, ça a été atteint, si vous voulez. Et donc, lui, Payon, il en a remis une couche, c'est le cas de le dire. Et puis, il a créé des internats qu'il a appelés les internats de la réussite. Ouais. Oui, donc c'est pas pareil. Alors, donc pour ces 5500 places, donc vous voyez, il y avait déjà eu 20 000, donc 5500, ça fait 25 500. Donc ça fait quand même du monde. Alors, donc, il y a eu un nouvel emprunt national de 139 millions d'euros, plus la même chose provenant de l'Europe et des collectivités territoriales, plus 10 millions d'euros de financement privé, 550 millions de crédits d'État, etc. Enfin bref, ça fait 800 millions d'euros, si vous voulez, pour créer des internats de la réussite. Ça, c'est l'œuvre de Payon. Voilà. Et puis maintenant, alors donc on va le voir, dans le cadre de la refondation de l'éducation prioritaire, maintenant ça prend le nom de internat de proximité. Mais c'est la même chose. Mais en fait, c'est même plus que la même chose, si je puis dire, parce qu'en réalité, c'est tout simplement la généralisation des internats d'excellence dans les zones d'éducation prioritaire, qu'on appelle maintenant les réseaux d'éducation prioritaire. Alors, pour aider ces jeunes qui sont passés dans les internats d'excellence, pour les aider à passer dans l'enseignement supérieur, vous avez un autre dispositif qu'on appelle le programme égalité des chances. C'est pas la même chose que l'école de la deuxième sens. Programme égalité des chances que Nicolas Sarkozy a généralisé sous le nom de cordée de la réussite. Alors là encore, si vous voulez, c'est toute une série d'aides pédagogiques, d'aides financières, etc., qui sont destinées à permettre à ces jeunes qui ont été dans les internats d'excellence de pouvoir accéder aux établissements supérieurs de prestige, pas n'importe quelle université des Versoix. Sciences Po, l'ENA, l'École nationale de la magistrature, l'École supérieure de journalisme de Lille, Polytechnique, HEC, toutes les grandes écoles, si vous voulez. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez même des... vous avez des résultats qui sont considérables, puisque je vous donne quelques exemples. Également, à l'ESG de Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille, la moyenne nationale de reçus, c'est 5 à 7%. Et pour l'éducation prioritaire, c'est 65%. 65%. On passe de 5 à 7 à 65. L'admission à l'école du Louvre, elle est de 22% de réussite, c'est supérieur à la moyenne nationale. Vous avez également le concours d'entrée dans les classes préparatoires aux écoles supérieures d'art, qui est de 88,5% sur 5 ans. L'École nationale de magistrature, c'est 33% contre 15% de moyenne nationale. Et vous avez également, même maintenant, des établissements, des classes préparatoires qui intègrent des classes spécialement pour ces élèves-là, de façon à ce qu'ils intègrent des écoles supérieures de prestige. Donc tout est fait, si vous voulez, pour que ce soit ces gens-là qui accèdent au poste de commandement, poste de direction dans tous les domaines, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les administrations, que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux. Donc, il y a quand même beaucoup de soucis à se faire. Alors, tous ces dispositifs, si vous voulez, jusque-là, ont concerné en tout 1 200 000 enfants, élèves. 1 200 000 bénéficiaires. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait. Pour vous donner une idée, ça représente, par rapport à la population scolarisée, ça représente 14% de la population scolarisée, alors que les écoles privées hors contrat ne représentent que 1,5%. 1,5%. Là, vous avez 1 200 000 bénéficiaires et vous avez 60 000 bénéficiaires dans l'école hors contrat. Et le problème des écoles hors contrat, c'est qu'elles ont démarré avec un temps de retard, si je puis dire, et finalement, elles scolarisent surtout en primaire et en secondaire.
Tandis que là, ils ont pris de l'avance, ils scolarisent au niveau du lycée, l'accès à l'enseignement supérieur, etc. Et donc là, ils prennent un temps d'avance qui est absolument inquiétant. Alors, le clou de la fête, si vous voulez, fête entre guillemets, bien entendu, eh bien, c'est la refondation de l'éducation prioritaire. Parce que là, si vous voulez, ça a été des dispositifs qui n'ont pas concerné tout le monde, ça a concerné effectivement un nombre important de jeunes des banlieues, mais ça n'a pas concerné quand même tout le monde. Alors, donc, tout comme nous, pour nous, nous avons la refondation de l'éducation en 2013, eh bien, dans le même document, vous avez la refondation de l'éducation prioritaire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez dans la circulaire de rentrée de Mme Belkacem, elle disait « Désormais, le référentiel de l'éducation prioritaire est diffusé. » Oui, parce qu'il a été longtemps caché. Parce qu'il fallait vraiment aller le chercher, le référentiel. Parce qu'il se démarque tellement du référentiel de la refondation de l'école pour nos enfants qu'ils ne l'ont pas publié en même temps. Alors, je vais vous donner les différences essentielles. Hein. Je ne vais pas tout vous donner, bien entendu, pour ne pas vous perturber trop, parce que j'ai l'impression que je vous ai peut-être aussi perturbé avec tout ce que je vous ai dit. Et pourtant, je n'invente rien. Alors, la comparaison. Pour nos enfants, la refondation de l'école pour nos enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 3, mission première école, faire partager les valeurs de la République. Article 8, à l'acquisition de connaissances et instruments du savoir, substituer l'objectif de sens moral et critique. Donc, vous voyez, hein, plus de question de savoir. Et les programmes définissent des compétences attendues, parce qu'effectivement, il n'y a plus de programme maintenant, si vous voulez. On vous dit, il faut acquérir 7 compétences, alors maîtrise de la langue, rudiment de mathématiques, etc. Ça ne veut rien dire du tout, ce n'est pas des programmes, hein, si vous voulez ça. Donc voilà pour nos enfants. Hein, mission première, faire partager les valeurs de la République, substituer l'objectif de sens moral et critique à celui d'acquisition de connaissances, et les programmes définissent des compétences. Point. Voilà. La refondation de l'éducation prioritaire. Alors, ce terme n'est pas du tout utilisé par ailleurs, mais là, vous avez. Je vous lis un peu plus détaillé. Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines. Enseignement structuré. Enseignement structuré de la langue mis en place dès la maternelle. Enseignement structuré, ça veut donc dire enseignement alphabétique. Hein. D'accord. On structure la langue, on apprend la lettre, les syllabes, les mots, etc. Enseignement structuré de la langue. Au CP, vous voyez, dès le CP, les élèves sont régulièrement en situation de production écrite. Donc, ils savent déjà écrire en CP. Alors que nous, pour nos élèves, on nous dit que à 15 ans, il faut qu'ils sachent lire, écrire, compter. Là, on sait déjà en CP. Les savoirs enseignés, là on parle de savoir, hein. On parle de savoir et d'enseignement, mot qu'on ne trouve plus du tout dans le référentiel pour nos enfants. Les savoirs enseignés doivent doter les élèves d'une culture, voyez, qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirs. Rien de tout ça de l'autre côté. Hein. Voilà. La pédagogie est axée sur la maîtrise d'un savoir enseigné explicitement. On parle vraiment d'enseignement. Accompagnement du travail personnel. L'évaluation des élèves repose sur des objectifs exigeants. On ne trouve rien de tout ça pour nos enfants. Et on finit par la remise des résultats d'évaluation, des bulletins, avec une cérémonie de remise organisée par l'Éducation nationale pour le diplôme national du brevet. On se moque du monde. Ouais. Et ça, c'est pour les enfants... Et c'est pour l'ensemble du système d'éducation prioritaire. Et donc, c'est ce qui va se passer dans 1081 REP, réseaux d'éducation prioritaire, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez aller chercher sur Internet, vous avez une carte de France, et vous avez également réparti sur toutes les régions les réseaux d'éducation prioritaire. Il y en a 1081 sur les territoires nationaux. Et alors, sur ces 1081, vous avez notamment 350, ce qu'on appelle des REP+, réseaux d'éducation prioritaire plus, parce que ce sont les cas les plus difficiles. Alors ça, c'est important à noter, parce que vous allez voir pourquoi.
parce que justement, si vous voulez, vous avez une autre catégorie d'enfants de banlieue. Alors, on les appelle de différentes façons. Alors, certains les appellent les clandestins, l'autre des sans-papiers. Eh bien, le gouvernement, lui, les appelle les élèves allophones nouvellement arrivés. Voilà. Alors, effectivement, bon, quand vous le voyez, alors, ça se traduit par EANA. Voilà. Alors, évidemment, quand on vous dit les EANA, bah oui, c'est quoi ça, hein? Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, c'est les élèves nouvellement arrivés. Alors, pour ces enfants qui n'ont absolument aucune légitimité à être sur le territoire, si vous voulez, sont prévus des dispositifs administratifs. Vous avez au niveau académique des services qui vont s'occuper spécifiquement d'eux, et vous avez également des dispositifs pédagogiques qui leur sont spécifiques, qu'on appelle les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, hein, UPEA, AA. Hein. Et l'objectif, alors tenez-vous bien, l'objectif, donc c'est une note d'information du ministère de l'Éducation nationale du 25 août 2015, rappelle l'objectif est de permettre une scolarisation en milieu ordinaire, ce qui veut dire en milieu de ZEP, d'éducation prioritaire, donc c'est-à-dire dans un système cohérent. L'objectif est de permettre une scolarisation en milieu ordinaire par la mise en place de dispositifs d'accompagnement favorisant l'apprentissage du français, tenez-vous bien, alors là ça peut faire tilt aussi, favorisant l'apprentissage du français comme langue seconde et la continuité pédagogique. Oui, non mais là ça, justement, alors, parce que ça fait tilt quand même, parce que quand on regarde le référentiel de la refondation de l'école, de l'éducation prioritaire, bon, c'est un enseignement structuré, cohérent, etc., bon, avec des aides pédagogiques, etc., mais on ne connaît pas le contenu. On ne sait pas le contenu. Alors, cette idée de langue seconde, est-ce que ça ne serait pas que l'enseignement ne serait peut-être pas donné en langue autre que le français? Ça, on ne le sait pas, hein. Donc, alors, c'est à rapprocher également du problème du CAPES. Vous savez que le CAPES a été réformé en 2009 et confirmé en 2013. Désormais, les épreuves sont ramenées au niveau du secondaire et il ne reste plus qu'une matière d'enseignement noté. C'est-à-dire que vous passez un CAPES de lettres, vous avez une épreuve de lettres. C'est tout. Voilà. Et ramené au niveau du secondaire. Et alors, évidemment, les professeurs étaient quand même assez inquiets. Et à la direction de l'éducation nationale, on leur dit, mais non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça permet de valoriser le français langue seconde. Alors ça fait quand même plusieurs choses, vous voyez, comme ça, qui attirent l'attention et ça devient quand même particulièrement inquiétant. Alors évidemment, personnellement, moi je ne vais pas aller voir ce qui se passe sur place. Je n'ai pas envie de recevoir des cailloux. Donc, mais je pense qu'on a quand même du souci à se faire de ce côté-là. Alors, joint à cela, si vous voulez, vous avez des bourses, de l'argent qui leur est donné d'une façon absolument phénoménale. Et la loi de finances 2015, notamment, a donné un budget spécifiquement dédié à l'éducation prioritaire de 350 millions d'euros pour 5 ans. Et la réforme des bourses, alors prévoit 1 000 euros par an pour 77 500 boursiers. Et tenez-vous bien, de 4 000 à 5 500 euros par an d'allocation supplémentaire pour 1 000 boursiers. 4 000 à 5 500 euros par an. Donc, si vous voulez, nous avons quand même beaucoup de soucis à se faire. Alors, la question de départ était, est-ce que, effectivement, le système scolaire peut-il détruire l'identité française? On est quand même tenté de répondre oui, et je dirais même plus loin, je dirais même qu'il est fait pour ça. Voilà, je reste. C'est peut-être pas une conclusion très heureuse, mais...